Je suis heureuse, fébrile, je recommence la nouvelle saison de Ça se passe chez vous! Tellement heureuse, tellement contente. On va parcourir différents univers aujourd'hui. On va aller voir des visites virtuelles des chapelles de Charlevoix. On va faire un petit détour au potager de Maison-Mère et on va terminer avec de la danse. On va parler de la Cité Danse. Alors restez confortablement installés car ça se passe chez vous. Alors, nous recevons la magnifique, extraordinaire Madame Annie Vaillancourt, agente de développement culturel à la MRC. On va se tutoyer, Annie, parce qu'on se connaît maintenant. Puis en plus, je commence la saison avec toi. Tu es une habituée. Ça me fait plaisir. Annie, qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui de spécial? Je vous présente un projet qui est tout récent, qu'on a lancé en fait la semaine dernière, qui est un projet de mise en valeur du patrimoine religieux, donc un circuit de visite virtuelle de nos intérieurs d'églises et de quelques chapelles. Tu piques ma curiosité. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit, parce que ça aurait pu être un site photo, texte, puis vous avez décidé d'ajouter une genre de visite virtuelle? Ça veut dire quoi exactement, Bien, ça? déjà, on a le goût d'être au goût du jour. Hein? Ouais, Donc, on entre nous aussi tranquillement dans le numérique. On n'est pas des experts du numérique, mais on se prête au jeu, disons. Et c'est un moyen qui était très utile pour permettre d'explorer, en fait, l'ensemble des intérieurs de nos églises. Ça permet aussi aux gens qui ne sont pas sur place de les visiter. Donc, on peut être à Montréal, on peut être dans notre chambre d'hôtel, on peut être dans notre salon. Tokyo, New York, tout à fait, Mexico! Tout à fait. N'importe où. Et on se promène à notre guise dans nos intérieurs d'église. Et on trouvait que c'était une belle façon aussi de pouvoir consigner des archives, dans le sens où on a de plus en plus d'églises, là, qui, pas de plus en plus, quelques églises qui deviennent en mutation, donc qui vont changer de vocation ou qui ont déjà changé de vocation. Sur notre territoire, je pense entre autres à l'église de Saint-Joseph de la Rive. Puis un beau groupe là, qui se mobilise Tout pour à lui fait, donner une seconde vie. Tout à fait. Du côté de la MRC voisine, donc à Saint-Irénée, l'église, celle-ci, par contre, on n'est pas arrivé assez vite. Je profite de l'occasion pour vous dire que c'est un projet qu'on a fait conjointement avec la MRC de Charlevoix-Est. On n'est pas allé assez vite. En fait, on n'était pas prêt au moment où l'intérieur subit des transformations? Oui, quelques retraits de mobilier, tout ça, pour que le lieu puisse servir aussi d'espace de diffusion là, et de création artistique. Alors, on s'est dit, on a peut-être des églises comme ça, à un moment donné, qui vont être en mutation, en requalification. On va peut-être retirer des éléments de des composantes intérieures, l'architecture, de l'ornementation, etc. Donc, prenons tout de suite des images. Tant qu'à prendre des images, rendons-les dynamiques. Alors, on a joint l'utile à l'agréable, on consigne l'information à caractère archivistique, on documente parce que pour chaque église, on a environ 6 petites capsules de textes interprétatifs. Ce qu'on peut voir à l'écran, donc Tout comment on rentre dans la visite virtuelle. Tout à fait. On va cliquer sur les pastilles orangées qui vont nous donner de l'information spécifique. C'est ça. Donc, 6 petites capsules, orange ou jaune, là, qui nous donnent de l'information. L'information peut être à caractère historique. Elle peut porter sur des éléments d'ornementation à l'intérieur de l'Église, des œuvres d'art, du mobilier, des personnages associés à l'histoire du lieu. Donc, voilà. Donc, de l'information à caractère archivistique qui va nous permettre de consigner des données, puis de rendre le tout agréable, utile et... Comment on fait un choix? Parce qu'il y a plusieurs églises dans Charlevoix. Chaque petit village avait sa petite église ou sa chapelle. Donc, est-ce que vous en avez choisi juste quelques-unes? En fait, Est-Ouest, au total, on a 22 églises et chapelles. Ce qui fait que de notre côté, nos 6 municipalités, les églises de chacune de ces municipalités s'y retrouvent. Aux éboulements, on a donc l'église de l'Assomption qui est du côté du haut du village, mais on a aussi Saint-Joseph-la-Rive. On a du côté des locaux aussi 2 églises, Saint-Bernard et Saint-Louis. Donc, de notre côté, on a couvert vraiment l'ensemble de nos églises, pas toutes les chapelles. On a commencé par les églises. Je ne dis pas qu'on ne pourra pas peut-être compléter dans une prochaine étape, mais pour l'instant, sur 2 ans, on a travaillé l'exploration, la captation en 3 dimensions de toutes nos églises. C'est ça. Je sais que vous êtes venu à la chapelle de Maison-Mère, qui est un lieu bien particulier.
un lieu où, quand on fait visiter aux gens qui viennent pour le parcours muséal, on a tout le temps le « Wow! » oui. Bien, pour ceux qui ne sont pas jamais venus à la chapelle, venez. On a une petite visite express d'une demi-heure. Mais on peut comprendre. Moi, là, j'ai vu le résultat, puis ça m'a fait « Wow! » Fait que même en virtuel, on peut entrer, on peut sentir qu'on est à l'intérieur, puis on peut regarder les choses, on peut voir de près aussi certaines particularités. Puis Josette, il y a des personnes qui ne peuvent plus se déplacer non plus. Non, c'est ça. Tu sais, qu'on soit dans un centre d'hébergement ou autre, il y a des gens qui sont attitrés au loisir, qui peuvent très bien sur grand écran, comme on fait aujourd'hui ici, parce que maintenant, les unités d'hébergement sont quand même bien équipées avec des grands téléviseurs. Fait qu'ils peuvent aussi projeter ça parce qu'on peut accéder à la visite soit sur l'application qu'on peut télécharger sur notre téléphone intelligent, sur notre tablette, donc l'application mobile qui s'intitule Parcourir Charlevoix, ou on peut y aller par le biais de notre site Internet à la MRC de Charlevoix. Donc, on rentre sur le site de la MRC de Charlevoix ou Charlevoix-Est. On va dans la section Culture et patrimoine bâti, parce que nos églises sont donc des biens bâtis, et de là, on va trouver l'accès aux visites. Chaque visite dure combien de temps à peu près quand on fait une visite virtuelle? En fait, ça dépend. Ben oui, en fait, c'est que c'est au rythme du visiteur. Donc, si on a envie de se promener dans tous les raccoins, prendre quelques secondes sur les éléments qu'on voit, les tableaux, l'ornementation, l'architecture, puis aussi le temps qu'on va prendre à lire les capsules qui sont très courtes. On a 6 capsules. Puis, en général, il y a combien de capsules par église? 6. Fait que vous avez décidé quand même d'un gabarit auquel vous choisissez pour assurer de mettre 6 éléments en valeur de chacune des églises. Oui. La commande a été passée à la Société d'histoire de Charlevoix pour la documentation et la rédaction des textes. Donc, on voulait garder un équilibre pour que, dans le cadre de chaque visite, les gens aient aussi une espèce de repère. J'ai de l'information à caractère historique, j'ai aussi de l'information sur le mobilier, sur l'ornementation, etc. Donc, les gens retrouvent cette façon de visiter dans chacun des intérieurs. Et donc, je vous le disais, Société d'histoire de Charlevoix qui a produit l'interprétation des contenus, des intérieurs, je veux dire, et puis la firme Géo 360 qui s'est occupée du volet technologique. Oui, vraiment très beau. Moi, j'ai vu celui de la chapelle de Maisonneuve, vous comprenez, j'ai un petit parti pris. Alors, merci beaucoup, Annie Vaillancourt, d'être venue nous présenter ce beau nouveau projet. J'invite les gens à aller, par curiosité, aller sur le site de la MRC ou de la MRC de Charlevoix-Est, puis... ou télécharger l'application. Oui, c'est ça, exactement. Donc, maintenant, nous allons voir, sentir la générosité de la nature. Nous allons aller potager dans le potager de Maisons-Mères et nous allons en voir des vertes et des pommures grâce au reportage de Mathieu Larivière. Tout d'abord, merci Simon d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir au potager. Explique-nous en quoi consiste le projet ici. Bien, le potager, dans le fond, c'est un jardin d'utilité sociale. C'est un projet au départ qui a été développé par l'Université Laval qui voulait développer un laboratoire vivant sur l'héritage social des petites franciscaines de Marie. Puis ils avaient eu comme idée de créer un jardin qui serait un peu l'actualisation de ce que les petites franciscaines faisaient à l'époque en termes de réinsertion sociale puis de valorisation personnelle des personnes qui avaient, par exemple, des déficiences avec le travail au champ puis le travail de la terre. Donc, de nos jours, l'héritage un petit peu de ces pratiques-là, ça se traduit comment au 21e siècle? Bien, il y a des enjeux de sécurité alimentaire, il y a des enjeux d'éducation à l'environnement, de santé, de mixité sociale. Et toutes ces questions-là ont été un petit peu la base de la réflexion pour créer ce jardin-là. Donc, c'est ça, c'est un jardin de communauté, comme j'aime le dire, là, qui sert à différents projets au sein de la communauté qui sont en lien avec la sécurité alimentaire, avec des activités, par exemple, d'accompagnement thérapeutique, de professionnels du CIUS qui viennent avec des patients, que ce soit en ergothérapie ou en santé mentale.
Il y a des projets éducatifs avec des enfants, il y a des projets interculturels, de jardinage solidaire. L'ensemble de la production sert à supporter les paniers d'aide alimentaire du Centre communautaire Pro-Santé. Donc, c'est ça, toute cette dynamique-là fait en sorte que le jardin est très dynamique et vivant. Et puis, ça devient par l'effet même un lieu de rencontre qui est intéressant. Donc, tout le côté justement de maillage interculturel, intergénérationnel, ça vit grâce à toutes les activités qui se déroulent au potager. C'est quoi l'entente que vous avez déjà avec le potager derrière Maison-Mère? Bien, dans le fond, le potager, c'est vraiment eux qui l'ont offert là, quand ils se sont partis la première année. T'sais, ils ont dit, toutes nos récoltes, ce qu'on aimerait, c'est vous les redonner. Donc, dans le fond, eux, ils récoltent ce qu'ils ont à récolter et ils viennent nous porter à chaque semaine, là, dès que les premières récoltes sont prêtes, là, dès que les premiers légumes sont prêts pour qu'on puisse distribuer là, directement à notre clientèle là, qui vit une situation de vulnérabilité. Année après année, il y a des morceaux qui se sont rajoutés. Puis là, bien, maintenant, après la quatrième année, le jardin a plus que doublé de superficie. Donc, ça commence à être un lieu qui commence vraiment à faire partie du cœur des gens. Puis il y a de plus en plus de citoyens qui commencent à se l'approprier. Qu'est-ce que vous produisez concrètement ici? On produit, dans le fond, essentiellement des légumes, des fines herbes, des plantes alimentaires. Il y a aussi beaucoup de fleurs parce que la beauté, ça fait partie un peu de l'expérience aussi de fréquenter le jardin. Mais on produit toutes sortes de légumes, des légumes parfois qui sont un peu dispendieux puis que les clientèles plus vulnérables, ils vont moins se permettre. Des légumes qui sont faciles à cuisiner, que les gens connaissent, mais aussi des légumes qui sont un peu moins connus parce que s'ouvrir justement sur la diversité, c'est d'une certaine manière de la sécurité alimentaire en ouvrant ses horizons puis en développant les capacités de cuisiner différents types d'aliments de différentes manières. Donc, on a quand même une assez grande variété de produits dans le potager. Donc, le potager, quand il vient vous livrer, c'est majoritairement des légumes et des fruits qui sont frais. Oui. Oui, c'est ça qui est le fun parce que, tu sais, là, on fait la distribution actuellement puis ils viennent de venir nous les porter, donc ils sont vraiment frais. Puis c'est le fun parce qu'il y a une très grande diversité selon la saison aussi. Là, on le sait qu'en juillet, c'est pas les mêmes légumes qui vont être prêts qu'à ce temps-ci en septembre. Là. Et là, au cours des prochains mois, est-ce que vous avez des potentiels développements à venir? C'est un site qui a énormément de potentiel. J'ai une vision quand même de développement pour pouvoir amener le jardin ailleurs, pour pouvoir le développer encore plus, puis développer encore plus de liens dans la communauté. Oui. Cela dit, il faut toujours que ce soit fait en concertation avec le propriétaire du terrain qui est la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on a quand même des projections de développement, puis on est en discussion autant avec Maison-Mère, qui est notre premier partenaire, qui est le lieu où on est enraciné, qu'avec la ville de Baie-Saint-Paul ou avec la MRC de Charlevoix. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont en train de se mettre en place pour développer le potager encore plus. Est-ce que vous êtes en train de vous enregistrer comme organisme officiel?
On n'est pas en train de s'enregistrer comme organisme officiel. C'est une discussion qu'on a depuis plusieurs années, à savoir le potager comme projet pilote développé par l'Université Laval. Quel sera son avenir? Quelle sera la forme juridique qui va permettre à ce projet-là de pouvoir continuer à exister? Donc, comment pérenniser le potager, c'est une grande question. Est-ce qu'on crée un nouvel organisme? Est-ce qu'on se joint à un organisme existant? Est-ce que le projet est pris en charge par la municipalité de Baie-Saint-Paul? Oui. Toutes ces questions-là ont été débattues, ont été sous-pesées et on arrive en ce moment à un consensus sur le fait que le potager, la meilleure avenue possible, ce serait qu'il se joigne à un organisme existant. Et il y a des discussions qui sont en cours pour aller en ce sens-là. Oui. Donc, c'est très positif parce que ce que ça signifie, c'est que le projet va vraiment être en train de s'implanter pour durer à Baie-Saint-Paul. Donc, dépendamment de comment est-ce que tout ça va s'articuler avec les partenaires, en concertation, avec une vision qui est partagée par l'ensemble des partenaires, je pense qu'il y a quand même un très bel avenir pour ce jardin-là. Puis vous allez le voir refleurir et s'agrandir année après année si la volonté de voir ce lieu-là se développer ainsi est là. Si le projet se développe au fil des prochaines années, est-ce que c'est un souhait que vous avez d'acquérir une plus grande main-d'œuvre, si on peut dire? Il y a plusieurs avenues possibles. Il y a déjà des bénévoles qui viennent donner un coup de main de temps en temps. Il y a des personnes âgées, il y a des nouveaux arrivants qui auraient envie, même des citoyens de Baie-Saint-Paul qui auraient envie peut-être de participer puis de mettre la main à la terre pour construire le projet. Donc, on a quand même dans la vision des choses de pouvoir démocratiser l'accès au potager. C'est sûr qu'à un moment donné, pour ce qui est du travail d'entretenir un grand espace comme ici, c'est sûr qu'il va y avoir un moment donné où il faudra avoir plus de personnes qui travaillent au sein du projet. Mais il y a des discussions intéressantes pour peut-être justement faire de la formation de main-d'œuvre avec les activités du potager. Donc, c'est un enjeu. Hein? La main-d'œuvre agricole, ça frappe de plein fouet plusieurs producteurs. Donc, si nous, on est capable de monter des projets de nature sociale, de réinsertion au marché du travail par le maraîchage ou l'agriculture, puis qu'on est une base de travail pour éduquer ces gens-là, pour développer des nouveaux talents, bien, c'est peut-être une avenue intéressante qui serait envisagée. Donc, les pistes d'utilisation possibles du potager comme plateforme sont vraiment multiples. Super. Bien, en tout cas, on vous souhaite un bon succès, puis je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bien, merci d'être passé, puis vous reviendrez. Oh, danse dans ma tête. Mais là, on va faire danse pour de vrai. On reçoit une dame, une merveilleuse dame que je ne connais pas, mais que j'ai entendu parler. Alexandra Savard, directrice de la Cité Danse. Je sais que vous étiez installée du côté de Cap-Alec, dans l'ancienne église. Je ne te connais pas et je veux en savoir plus. Comment une danseuse, puisque c'est ton parcours, s'en vient dans Charlevoix, a une idée folle d'acheter une église, puis de partir des cours de danse. Eh là, on commence. Écoute, une idée folle, oui, effectivement. Moi, tout d'abord, je suis native de Charlevoix. Fait que j'ai fait mes études ici secondaires. Je suis partie faire mon cégep à Drummondville en danse. Okay. Donc, j'ai fait mon DEC en danse et ensuite, j'ai fait mon bac à l'UQAM, mon bac en danse aussi. OK. Et je savais en dedans de moi, j'ai fait en fait un bac en interprétation. J'ai commencé en enseignement. Le programme n'était pas tout à fait bien construit à cette époque-là. Il y avait beaucoup de petites lacunes qui ne correspondaient pas nécessairement à ce que j'avais envie. Fait que j'ai fait mon bac en interprétation. Puis,
après mes études, je savais que je voulais revenir ici dans la région. C'était ça. J'avais un appel, l'appel du fleuve, l'appel de la famille. L'appel de la beauté. On est tellement dans une région. L'air salin, oui, c'est ça. C'est puissant. Hein? Oui. Fait que je savais que j'allais revenir. Puis j'ai eu des belles opportunités aussi à mon retour, de monter un projet avec l'école secondaire, un projet sur l'histoire de Charlevoix avec mon conjoint. On a monté une pièce de théâtre avec les jeunes, un projet sur 1 an, avec de la danse, théâtre, tout ça. Puis c'est ça. C'est bien de leur faire vivre... Oui. Comment je pourrais dire ça? À une période qui n'est pas toujours facile pour les jeunes, d'être bien dans son corps, d'être bien dans son expression vocale, mais aussi corporelle. Oui, secondaire 5, 4-5, c'est comme des années pas faciles. Non. Fait que ça a été une belle expérience. J'ai fait du parascolaire aussi beaucoup à travers ça. Puis, écoutez, là, c'était les enfants, la famille, tout ça. Ça a été rapidement. Et pendant toute cette période de retour et famille, jeune famille, tout ça. Il y a eu les gestations des bébés, mais il y a eu la gestation du projet. Du projet. La Cité d'art, qui était un projet fou. En fait, une idée folle de mon père, suite à l'annonce de la vente de l'église de Capalègue. Mon père, qui est un marin, un maçon, qui a Capalègue tatoué sur le cœur, qui a fait « Hey, les jeunes, on achète tout ça ensemble. Patrice, le théâtre, toi, la danse. Toute la famille pourrait, parce qu'on est 5 enfants chez nous, fait qu'on a chacun, nos forces aussi, puis nos aptitudes. La complémentarité. La complémentarité. Fait qu'on a fait, au début, on a fait, non, t'es-tu fou? Papa, t'es C'est malade. que c'est ça. Mais on a quand même embarqué, il nous a convaincus. Fait qu'on a embarqué dans cette aventure-là qui a duré quand même une 12aine d'années. Et c'est là qu'est née l'école de la Cité danse. C'est là que j'ai commencé à enseigner là, dans cet grand espace démesuré. Alors, j'ai commencé avec 35-40 élèves. Au départ, c'était tout petit, puis là, tranquillement, on avait aussi la chance d'avoir une grande scène aussi, fait que les spectacles annuels de l'école se faisaient là. On avait vraiment, c'est ça, c'était... Vous faisiez aussi de l'événementiel. L'événementiel. Je me souviens d'être allée à quelques reprises. Exactement, des spectacles. On avait une programmation d'été, théâtre, musique, exposition, location de salles pour des mariages, beaucoup d'événements, salon des métiers d'art. Écoutez, il y avait plein de belles choses à l'intérieur de ce projet-là. Où est rendue la Cité d'art maintenant? La Cité d'art, en fait, la Cité d'art n'existe plus maintenant. C'est l'école de la Cité danse. Ça a toujours été l'école de la Cité danse qui était un peu un lien parallèle, mais différent, c'est ça. Ouais. Fait que nous, on est rendu après la vente de la Cité d'art, parce qu'on a vendu le bâtiment il y a environ 4 ans. Même 4 ans. On a vendu il y a 3 ans, mais je suis sortie un peu de l'espace avant ça. Je loue des espaces avec la ville de Clermont, au Chalet des Loisirs, juste en face de l'hôtel de ville. On a eu une proposition là super intéressante qui était assez centrale, pour aller chercher aussi des gens de l'Ouest, des gens de Saint-Fidèle, Saint-Siméon. On avait des gens de l'île aux Coudres. Fait que Clermont était très aussi stratégique au niveau de l'espace. Puis, c'est ça. On est à Clermont principalement, mais depuis 2 ans maintenant ici à Baie-Saint-Paul. Et on loue aussi un espace à la Malbaie, à la salle de Rivière-Malbaie. On a quelques cours là. On a une plage horaire qui est là aussi. Fait que tranquillement, c'est ça. On a de la demande. Fait qu'on essaie de répondre au mieux à ce que les gens... Quelle est ta clientèle cible, vraiment, là? C'est très large. On a vraiment une clientèle. Là, cette année, on n'a pas été capable de l'offrir. On manquait de ressources. On commence à 3 ans normalement. Cette année, on 3 ans? Oui, 3 ans parent-enfant, mais on ne peut pas l'offrir cette année. Donc, cette année, c'est du 4 ans. À partir de 4 ans, éveil à la danse créative, 5 ans, 6 ans. À partir de 7 ans, on peut faire un choix entre le jazz contemporain, le ballet classique. Et à compter de 9 ans, c'est aussi, on a le choix du hip-hop. On commence juste à 9 ans cette année. Donc, clientèle enfant majoritairement, mais on a des cours adultes aussi. On a la claquette pour adultes, ado-adultes. On a le jazz contemporain adulte.
Et j'ai la danse adaptée qui s'adresse à une clientèle de personnes vivant avec soit limitation mobilité fonctionnelle, réduite ou quelque chose comme ça? déficience intellectuelle, OK. tout ça. Fait que j'ai une clientèle adulte qui est avec moi depuis 6 ans environ, qui me suivent. Pas mal le même groupe. Puis là, on a commencé la compétition avec eux l'année passée. Et cette année, on s'enligne encore pour une autre compétition de danse avec ce groupe-là. Hey, sais-tu, moi, ce que je trouve merveilleux, Alexandra, c'est que moi, c'est un domaine artistique qui m'a toujours attirée. Vous comprendrez qu'avec mon gabarit, j'ai jamais été très mince, j'aurais aimé, tu sais, danser. J'aime danser. Je trouve qu'il y a une expression, une libération qui se fait, qui n'a pas besoin de mots, qui est juste de suivre, tu sais, qu'est-ce qu'on ressent. Je trouve ça merveilleux, la danse. Ça peut être thérapeutique beaucoup aussi. Tu sais, puis présentement, je trouve qu'il y a une montée de popularité avec l'émission que tout le monde connaît, bien sûr, Révolution, mais je trouve que ça a remis la danse au centre important. Tu sais. Est-ce que toi, tu le vois aussi? Oui, on l'a senti. C'est sûr qu'on a eu aussi la période de la COVID aussi, qui était comme une autre période. Puis après ça, il y a puis il y a les émissions aussi qui viennent mousser tout ça. Mais il y a l'effet aussi contraire de tout ça qui est super parce que ça fait voir la danse. Oui, c'est ça. Mais ça ne montre pas nécessairement les dessous de tout le travail que tu peux avoir. Puis, tu sais, souvent, ces danseurs-là ont commencé à 4 ans, 5 ans en loisirs. Puis, des fois, il y a des jeunes qui arrivent là, puis ils ont envie tout de suite, ils pensent qu'ils vont être bons, puis ils vont être capables de faire 8 pirouettes. Puis, mais c'est tellement du travail, c'est tellement de la technique, la danse. Puis c'est long, puis il faut être patient. Puis des fois, cette notion-là n'est pas toujours très bien comprise ou assimilée. On a l'impression que, oups, je vais devenir un grand danseur tout de suite, instantané. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. C'est beaucoup de travail, c'est de la passion, mais c'est beaucoup de travail. C'est de la technique comme tout art qui nous paraît facile vu de l'extérieur. Il y a une technique incroyable à maîtriser. Puis après, c'est le ressenti. Comment on passe l'interprétation à travers notre qualité technique, tu sais. Exactement. Parce que c'est ça qui fait que ça va faire la différence. Que tu vas aller toucher ton public, que tu vas faire vivre une émotion, c'est à travers ça. Qu'est-ce qui est offert du côté de Charlevoix cette année, Baie-Saint-Paul? Tu disais que je comprends qu'il y a des gens qui peuvent se rendre à Clermont. Qu'est-ce qu'il y a présentement que les gens pourraient dire « Oh, moi, la danse, j'aimerais ça. » Puis qu'est-ce qu'il y a au programme? Bien, au programme, bien là, ici, à Baie-Saint-Paul, on a l'éveil à la danse 4 ans. On a la danse créative aussi. On a un groupe de 5 ans, un groupe de 6 ans. Ça, c'est des cours préparatoires un peu. C'est sous forme de jeu, d'amusement, où on travaille le rythme, la coordination, on travaille l'espace, on travaille le travail avec les partenaires, les gens, la connexion avec les autres, l'interprétation. On travaille tous les éléments qu'on a besoin en tant que danseur, mais de manière un peu plus ludique, de manière... on s'amuse, mais on rentre tous nos notions quand même, tu sais, avec le rythme, avec tout ça. Fait que c'est très structuré comme cours. Et ensuite, à partir de 7 ans, cette année, on offre le 7 ans en ballet classique, 7, 8, 9 ans ballet classique à Baie-Saint-Paul. Ensuite, on a nos cours de jazz contemporain à compter de 8 ans. Mais ça, c'est des groupes qui sont complets. OK. Les jazz contemporains sont complets. Il reste de la place dans nos groupes de 4 ans, 5 ans, 6 ans, ballet classique. On a déjà débuté, ça fait 2 semaines, mais on a encore une bonne semaine et demie. Là, où on pourrait intégrer des gens. Parce que moi, j'imagine la grand-mère qui écoute l'émission et qui dit « Oh, ma petite aimerait ça. Je vais le dire à ma fille, à mon fils qui téléphone. » Donc, comment on vous rejoint? On nous rejoint par téléphone. Je vous donne mon téléphone, on l'écrit par téléphone. On va l'ajouter. On l'ajoutera. Oui, on va l'ajouter. Mais sinon, notre page Facebook, École de la Cité Danse, il y a vraiment toutes les informations. Il y a la plateforme d'inscription en ligne directement. D'accord. Où ce qu'on peut. Il y a notre site Internet aussi à l'intérieur. Fait que je pense que via notre page Facebook, École de la Cité Danse, on peut avoir toutes les informations. Merci, Alexandra Savard, ça fait pour plaisir. Ce petit step, nous donner le goût d'aller faire quelques petits pas. Mais pour les enfants, c'est tellement merveilleux. Oui. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Vous voyez, une très belle première émission. Nous allons avoir une saison incroyable. Soyez au rendez-vous à tous les 15 jours à Ça se passe chez vous.